Cette vidéo est sponsorisée par DistroKid. On a un petit code de réduction sympa pour vous, je vous en parle dans quelques instants. Nous sommes en l'an 2000. Johnny Hallyday donne un concert gratuit à la Tour Eiffel. Le tout premier album de la carrière de Calogero sort. Coldplay sort Yellow, le single qui fera d'eux des stars mondiales. Et un album s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires en une semaine. Aujourd'hui encore, dans le monde, seuls 23 artistes ont réussi cet exploit. Cet album, c'est Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water de Limp Bizkit. Et ce n'est pas un hasard. Limp Bizkit est à ce moment en train de tout rafler dans l'industrie musicale. Le groupe a au départ contribué à la popularisation du néo-metal dans le monde avec Korn, mais sans rencontrer eux-mêmes un grand succès. Mais ça change en 99 et en l'an 2000 avec deux albums qui vont être de très grands succès commerciaux. Ils vont être numéro 1 dans le Billboard 200, faire d'énormes concerts et festivals, mais malgré ce succès, ils rencontrent un gros problème. Ils sont particulièrement détestés, mais pas par quelques critiques musicaux élitistes ou quelques trolls sur internet. Non, les critiques viennent non seulement du grand public, mais aussi d'autres artistes. Par exemple, Tim Comfort, le bassiste de Rage Against the Machine, groupe que Limp Bizkit cite comme inspiration, déclarera « Je m'excuse pour Limp Bizkit, je me sens vraiment mal d'avoir inspiré un groupe aussi merdique ». Le leader de Nine Inch Nails fera également un commentaire de la sorte et Eminem consacrera un morceau entier d'un de ses albums pour les insulter. Mais alors, pourquoi toute cette haine? Comment Limp Bizkit sont-ils passés de musiciens inconnus à groupe le plus détesté du néo-metal? Et quelles sont leurs situations aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Le téléphone en tournage. Oh, mais c'est mon artiste préféré. Mais comment a-t-il fait pour m'écrire? Hey yo, c'est DJ Vilo et pour écrire à Lovie, eh bien j'ai utilisé le service Social Phone de DistroKid. C'est un service qui m'a permis d'obtenir un numéro de téléphone spécialement pour mes fans, pour que je puisse ainsi écrire à ma communauté la plus fidèle. Le gros avantage, c'est que je n'ai pas à donner mon numéro privé sur la place publique, ce qui serait un peu problématique. Mais surtout, je suis sûre que les SMS atteindront les fans, à l'inverse des réseaux sociaux où on estime que seulement 2% des abonnés voient les publications. Ainsi, grâce à Social Phone, je peux envoyer des exclusivités à mes fans, promouvoir ma nouvelle musique, mais aussi communiquer avec eux en répondant à leurs questions et même en créant des groupes SMS. Et tout ça, vous pouvez le faire aussi pour seulement 12 € par mois, annulable à tout moment. Alors si vous voulez resserrer les liens avec vos fans, rendez-vous sur Social Phone. Et si vous souhaitez souscrire à un abonnement DistroKid pour profiter de leur service principal, la distribution de musique, Lovie vous offre toujours 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Pour en profiter, rendez-vous en description. Et moi, je retourne mixer. Nous sommes au début des années 90 à Jacksonville, en Floride, et Frederick Durst sort de l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Il vient de passer 1 an dans la marine américaine, décision prise pour rendre fier son beau-père, mais cette expérience a été catastrophique. Frédéric est donc de retour dans sa ville natale et se met à travailler pour son beau-père qui tonde des pelouses pour des particuliers. À côté de ça, il s'essaie un peu au tatouage et à la musique. En 1994, il forme justement un groupe avec le bassiste Sam Rivers, le batteur John Otto et un peu plus tard le guitariste Wes Borland. Ensemble, ils forment Limp Bizkit. Ils commencent à composer de la musique à côté de leur travail respectif et à donner des concerts. Ils rencontrent déjà un petit succès local, mais une opportunité bien plus grande va se présenter 1 an plus tard. Un jour de 1995, un autre groupe débarque pour un concert à Jacksonville, c'est Korn. Korn, c'est un groupe perçu aujourd'hui comme un des pionniers du néo-metal, mais à l'époque, ce ne sont pas encore les rockstars qu'ils vont être au début des années 2000. Fred assiste donc au concert qui ne réunit pas plus d'1 centaine de personnes et propose par la suite aux membres du groupe, et notamment au bassiste, de les tatouer, leur affirmant qu'il a déjà énormément d'expérience. Évidemment, c'est faux. Le bassiste de Korn accepte l'offre et Fred lui tatoue quelque chose d'assez horrible sur le corps. Mais ça n'a pas l'air de le déranger, ils sont tous alcoolisés et finissent la soirée chez Fred. Mais cette petite soirée improvisée n'est pas complètement désintéressée puisque Fred en profite pour glisser à Korn une démo 3 titres de leur travail avec Limp Bizkit.
Et il se trouve que les membres de Korn vont adorer. Les bonnes grâces du groupe vont permettre à Limp Bizkit de partir en tournée avec 2 formations connues de l'époque, House of Pain et Deftones. À la fin de la tournée de House of Pain, ces derniers se séparent et Limp Bizkit accueille l'ancien DJ de la formation, DJ Lethal. À présent, Limp Bizkit est au complet et connaît un certain succès à l'échelle nationale, mais ça reste encore assez limité. Leur premier album, $3 Bill, ne s'est pas très bien comporté commercialement. Mais tout ça va changer en 1999, pour le meilleur et pour le pire. En juin 1999, le groupe sort un 2e album, Significant Others, et là, ça va vraiment marcher très fort. Poussé entre autres par MTV, le groupe passe un cap et devient une icône du néo-metal. Mais les critiques, qui au tout début du groupe n'étaient pas si négatives, commencent à devenir très virulentes. Il faut avant tout avoir en tête le contexte. Le néo-metal ou new metal n'était pas un genre très apprécié. Ça a été une vague très forte et très clivante. Tous les groupes étiquetés néo-metal ont subi leur lot de moqueries et de haine. Mais personne n'a autant subi ça que Limp Bizkit. Le groupe est perçu comme une sorte de caricature du new metal, un groupe pas authentique, surfait. Limp Bizkit est nommé le pire groupe de 2003 par les lecteurs de Guitar World et Joshua Clover, un professeur et critique américain, ira même jusqu'à les qualifier de pire groupe des années 90. Si les critiques sont si sévères, c'est en grande partie à cause de Fred Durst. Sa manière de rapper et de chanter est extrêmement critiquée, les paroles de Limp Bizkit sont très simples, voire un peu idiotes, et la manière très arrogante d'agir de Fred le rend exécrable aux yeux de tout le monde. Pourtant, ça ne va pas empêcher le groupe d'être de plus en plus gros, et c'est là que ça devient du génie. Ce que la plupart des gens n'ont pas compris, c'est que cette haine, dès le début du groupe, va être l'essence leur permettant d'accroître leur popularité. Parce que Fred Durst, il a très bien compris que la haine est préférable à l'indifférence, et voici comment il va capitaliser sur ses haters. La stratégie de Fred commence dès les prémices du groupe avec le choix du nom, Limp Bizkit. Ce n'est pas le nom de groupe le plus stylé, mais c'est savamment voulu. Fred le déclare lui-même. Beaucoup de gens prennent le disque et disent « Limp Bizkit ? Oh, ils doivent être nuls. Ces gens-là, nous ne voulons même pas qu'ils écoutent notre musique. » Ça, c'est pour le groupe. Et de son côté, Fred va se créer un personnage. Un personnage singulier, particulièrement représenté par un style vestimentaire reconnaissable. Dès que l'on voit une casquette rouge à l'envers, on pense directement à Fred Durst, et aussi représenté par un caractère arrogant et exécrable. Tout ça, c'est un personnage qui troll les gens la plupart du temps, comme il le dit lui-même. Rage Against the Machine, I was feeling, oh, this is amazing, and then there was Korn and Deftones and all, and I was like, wow, how do we fit in this place? I'll go and troll everybody, and I'll find a way to just make fun of every band that I think is dope. Every rapper, everything I can do, I'll just parody it. Mais Fred va comprendre qu'il peut aller encore plus loin que ce rôle, en commercialisant la haine que le groupe va recevoir. L'une des phrases qui revenait le plus souvent les concernant était « Limp Bizkit is shit », donc Limp Bizkit, c'est de la merde. Et c'est ainsi que pour surfer sur cette critique, Limp Bizkit va faire installer un décor de toilette géante au Ozzfest et jouer leur set avec ce décor. Fred Durst commencera également lui-même à provoquer la controverse, par exemple en insultant les fans de Slipknot, menant évidemment le groupe à une réponse, ou bien à distiller des rumeurs sur ses relations sexuelles avec Britney Spears, déchaînant les tabloïds de l'époque. Mais ce n'est pas encore le plus fort de la part de Fred, puisqu'il va aussi comprendre qu'il peut faire des éléments négatifs extérieurs, ceux qu'il ne contrôle pas, des coups de communication, même dans la pire des situations. Et malheureusement, une des pires situations va justement leur tomber dessus, Woodstock 99. Vous connaissez sûrement tous l'histoire de ce festival qui s'est terminé dans les flammes. Eh bien, beaucoup ont jugé Limp Bizkit responsable d'une partie de la catastrophe. Cette accusation est due au fait que le groupe a incité le public à libérer leur énergie négative, sur le titre Break Stuff notamment, et à partir de ce moment, beaucoup de gens dans la foule se sont mis à faire n'importe quoi, à tabasser des gens, à commettre des crimes sexuels, etc.
Du coup, le groupe se fera arrêter à la sortie de son set pour avoir créé une émeute et dès la fin de Woodstock, les médias affirment que Limp Bizkit est responsable. Je m'interromps quelques secondes pour préciser ce qui me semble évident. Limp Bizkit n'est pas responsable du désastre Woodstock 99. D'une part, la sécurité du public dans un festival est toujours de la responsabilité des organisateurs de ce festival, pas des groupes. Et d'autre part, Limp Bizkit a fait ce show comme ils ont fait des dizaines d'autres avant et comme ils feront des dizaines d'autres après. Et c'est pour ce show que les organisateurs les ont embauchés. Il est évident que s'ils avaient connu la gravité des crimes qui étaient en train d'être commis pendant leur set, ils auraient arrêté de jouer. Mais comme le dit Fred Durst lui-même, ils sont en hauteur sur une scène devant une marée humaine de 400 000 personnes qui sont avant tout là pour se défouler comme dans n'importe quel festival. Là, on est à Woodstock, mais bon, malgré tout, à l'époque, ils sont considérés comme ayant une part de responsabilité dans les émeutes. C'est une accusation grave et même s'ils ne subiront pas de conséquences juridiques, la réputation du groupe va être fortement entachée. Alors, comment rebondir face à cette vague de haine, cette fois-ci beaucoup plus grave que les précédentes ? Eh bien, en sortant un clip décrivant parfaitement leur situation et en faisant une promotion pour leur album sorti tout juste un mois plus tôt. Dans le clip, on voit les 5 membres du groupe dans des cellules de prison, puis on les voit à leur procès fictif avec des articles les accusant d'être coupables des émeutes de Woodstock 99, et à la fin, on les voit se noyer en jouant leur musique. Le dernier plan est sur leur dernier album, bref, c'est une des manières de rebondir les plus intelligentes qui auraient pu être mises en place, et d'ailleurs, malgré le fait que la réputation du groupe a pâti des commentaires de la presse, l'album qui sortira ensuite sera un énorme succès commercial. Très bien, la stratégie de Fred Durst, créer un personnage surfé sur la haine de plusieurs manières, a réussi à faire du groupe un des plus gros groupes de néo-metal de l'époque. Mais là, on a expliqué comment Limp Bizkit s'était servi de cette haine pour devenir un groupe de plus en plus populaire, mais on n'a pas complètement expliqué d'où venait cette haine. Certes, une grande partie est imputable au personnage de Fred Durst, peut-être un peu au style de musique, mais ça n'explique pas tout. Il manque un élément crucial pour comprendre pourquoi ils étaient si haïs. Voici ma théorie. Fred Durst a toujours eu une volonté de troller, mais Limp Bizkit n'est pas un groupe troll. D'un côté, Fred Durst écrit des paroles volontairement insensées, joue avec une image exagérée, mais de l'autre côté, la musique du groupe, purement musicalement, est faite de manière sérieuse. On peut notamment apprécier le talent du guitariste, Wes Borland, qui se démarque particulièrement pour ses riffs originaux et ses expérimentations sur certains titres. Mais le reste du groupe aussi, du bassiste Sam Rivers au batteur John Otto en passant par le DJ, tous ces musiciens sont ultra compétents. Et c'est de cette ambiguïté que vient la haine. Ils sont dans la catégorie des groupes de néo-metal sérieux alors qu'une partie de leur musique n'est pas premier degré, à l'inverse de groupes comme Korn ou Linkin Park. C'est cet élément qui fait d'eux un groupe profondément clivant. Soit vous les détestez parce que vous considérez qu'ils n'ont pas à être aussi connus dans le néo-metal ou dans la musique en général, soit vous les adorez parce que vous trouvez leur musique cool, tout simplement, et que les concerts du groupe vous permettent de vous défouler sur des musiques particulièrement énergiques. Cliver, ça veut aussi dire provoquer un sentiment quel qu'il soit chez la personne qui vous écoute, et la haine est préférable à l'indifférence. Mais la haine n'est pas éternelle. Et assez récemment, il y a eu un tournant dans la carrière du groupe. On va faire une petite ellipse et on va se retrouver en 2021. Le groupe est globalement tombé dans l'oubli à partir de 2003 avec l'album Result May Vary. Ils ont ressorti 2 projets par la suite, mais globalement ce n'était pas des succès. Le public est passé à autre chose. Ils n'ont donc rien sorti depuis 2011, mais 10 ans après, ils sont revenus avec un nouvel album, Still Sucks, qu'on pourrait traduire poliment par « c'est toujours nul ». Et cet album, il reprend la même recette que les albums qui ont fait leur succès, un album sérieux musicalement, mais des paroles beaucoup plus légères et surtout une direction artistique surfant sur leur grand âge. Et oui, parce qu'à l'époque, Fred Durst et les musiciens, c'était des jeunes en dessous de 30 ans qui avaient le profil des rockstars. Mais aujourd'hui, ils tournent autour de la cinquantaine et ils vont surfer à 1000% sur cet âge avec des titres comme le single de l'album Bad Vibes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la réaction du public.
parce qu'ils sont devenus cool. Que ce soit sur TikTok, mais aussi en festival, avec des articles au titre aussi lunaire que Angèle et Limp Bizkit ont fait vibrer la foule. On dirait que le public a enfin compris qui est Limp Bizkit, c'est-à-dire un groupe avec de la bonne musique qui font les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Merci de m'avoir écouté, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.